Eric pitch son idée, et je m'en rappellerai toute ma vie. Ariel regarde en disant « Ouais, c'est pas mal, mais idéalement, ce serait qui ?» Et donc, l'un et l'autre ont dit Mathieu Kassovitz, mais il a déjà signé avec une série que vous êtes en train de développer. Il dit « Appelle-le. » Je dis « Mais non, mais appelle-le. » Coup de génie, il appelle Georges Clooney en disant « Je te demande pas de jouer dedans, je te demande de nous aider à convaincre des gens. » Et donc, Georges dit « Mais j'ai vu le Bureau des légendes, la version originale. C'est de la bombe. C'est formidable. » Je crois au destin, je crois à l'univers qui parle et qu'il faut savoir écouter. Bonjour à toutes et à tous. Avant de plonger dans le parcours de mon invité du jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper nos prochains épisodes et pour nous soutenir. C'est très rapide, mais pour nous, ça compte beaucoup. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque semaine pour prendre une pause avec nous. Et maintenant, passons à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Il a traversé les États-Unis, les Vosges, Londres, Paris, les coulisses de Canal+, les studios d'Hollywood, les secrets de la DGSE et les tempêtes du streaming. Visionnaire des médias, pionnier de la série à la française, mon invité du jour a toujours eu un temps d'avance. Mais derrière ses coups d'éclat avec le Bureau des légendes, La Maison ou encore le remake américain The Agency, il y a un homme qui doute, qui apprend, qui trébuche et surtout qui continue à innover. Dans cet épisode, il revient avec nous sur les coulisses de son parcours et nous parle storytelling, intuition, passion et doute. Bonjour Alex Berger. Bonjour Alexandre, comment vas-tu Comment? Mais c'est marrant parce que c'est ma première question à chaque fois. Tu peux pas me piquer ma ligne en fait. T'es innovant juste à piquer ma ligne. Non, comment je ne pique pas. Je vais bien. Je vais plutôt très bien. Je suis heureux d'être là parce que j'aime bien cette idée de pause dans la frénésie de mon quotidien et surtout en ce moment, c'est bien de pouvoir respirer. Je suis content que tu le dises. Et c'est marrant de manière de le dire. Donc on va même dans la manière dont on parle, on va prendre un peu plus de temps. C'est vrai que tu es arrivé ici, les gens ne l'ont pas vu, tu es arrivé ici, voilà, en courant. Je sais que quand tu vas partir, ça va être à nouveau en courant. Et ce moment-là, entre nous, c'est un moment justement où on va... J'adore. Autant que possible. J'adore. Voilà. Et c'est vrai que toi, tu disais que tu vas bien. Est-ce que c'est ce qui est le cas parfois avec certains invités ou certains amis je vais bien parce que c'est je vais bien, tout va bien, et c'est où tu arrives quand même à être pleinement heureux? Je suis globalement heureux parce que j'éprouve énormément de gratitude pour ce qui m'arrive. Et il faut, je pense, tous les jours se rappeler de la chance que l'on a d'être là, de la chance que l'on a de pouvoir vivre et de pouvoir influencer nos vies de manière différente. Donc c'est vrai que tous les jours, je rends grâce un peu. Mais ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent. C'est quelque chose que tu as appris justement avec les cheveux blancs qui sont un petit peu là, qui arrivent au bout d'un certain moment. Écoute, les deux, parce que je te signale que la première fois que nous nous sommes vus, cher Alexandre, c'était au moment avant la première bulle Internet. Là, on est fin des années 90. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de cheveux blancs. Mon point, c'est est-ce que tu penses que la capacité de rendre grâce, d'avoir cette gratitude et d'être heureux de vivre et de la vie que nous avons, tu penses que ça arrive justement avec le temps, ou dès que quand tu avais 20 ans, tu disais juste « Oh là là, j'ai beaucoup de chance ». Non, je vais te dire, quand je suis arrivé dans les Vosges, j'avais 10 ans. Hein. Voilà, en 72, j'ai 10 ans, j'arrive dans les Vosges, je ne parle pas un mot de français. C'est un endroit où j'allais en vacances revoir mon grand-père qui habitait dans ce village du Tillot, dans les Vosges, dans les Hauts-de-Vosges. Et c'est vrai que quand j'arrive, les amis que j'ai, alors on va dire quelques années plus tard, les Vosgiens utilisent des noms de guerre, et ça doit dater d'ailleurs de la guerre, et donc tout le monde a un petit surnom. Et mes amis vosgiens m'ont surnommé Tchoun. En patois vosgien, ça veut dire chance. Et franchement, alors
c'était leur perception de quelqu'un qui, comme moi, était né aux États-Unis, qui avait vécu ce contraste extrêmement bouleversant d'arriver de Philadelphie à Le Thillot dans les Vosges en 72, encore une fois. Et donc, ouais, je crois que j'ai toujours eu une bonne étoile, ou en tout cas, j'ai toujours su apprécier ce qui m'était donné. C'est-à-dire que voilà, dans mon malheur ou dans les problèmes, et on en a tous et tout le temps, la manière de métaboliser pour moi les problèmes que j'ai vécus comme tout le monde, voilà, très tôt, c'était de positiver plutôt pas mal. Je vais maintenant t'appeler Achoun, je trouve que c'est très joli. Tu sais quoi, c'est joli, mais c'est vrai qu'il y a une manière de voir le regard des autres et toi-même par rapport à ta propre existence. Dans l'introduction que je l'ai faite de toi, je disais beaucoup de choses. Je disais producteur, storyteller, entrepreneur. Comment tu te définis, toi, aujourd'hui Est-ce qu'il y en a un rôle plus important que d'autres quand je te définis avec ces trois termes-là? Je crois que je suis à la fois un bâtard culturel et un bâtard de tout ce que je fais. En fait, j'utilise mon cerveau droit et cerveau gauche tout le temps. Donc, je suis à la fois créatif, puis j'ai besoin d'une organisation, d'un cadre. J'aime aussi bien le business. Je suis un bourdon, en tout cas, et je passe de fleur en fleur en train de bourdonner et d'environnement en environnement. Il n'y a pas une fleur que tu préfères aux autres? En tant que bourdon, il n'y en a pas une où tu dis c'est plus là que je me retrouve, que j'apprécie être. Ça dépend des moments et de l'environnement et de la conjoncture, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis plutôt un homme heureux de pouvoir m'entourer de gens beaucoup plus intelligents et beaucoup plus doués que moi. Alors, est-ce que c'est une des raisons de ton succès? Moi, pour te connaître, en effet, on l'a dit, depuis la fin des années 90, je te vois toujours un peu avant la vague. Je t'ai vu sur les sujets du câble, je t'ai vu sur les sujets du mobile, je t'ai vu sur tellement de sujets. Et donc, est-ce que ça se travaille, ça, en particulier pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui disent, et moi ça m'arrive souvent, ils disent, mais c'est quoi le prochain grand sujet? Comment y arriver? Comment attraper cette terre du temps? Comment toi tu l'expliques que régulièrement, tu as été capable, c'est parce que justement tu avais le grand écart entre Philadelphie et les Vosges, où tu as toujours été intéressé par l'autre. Comment tu l'expliques ça? C'est très important ce que tu me demandes là, et c'est même très personnel. En arrivant, quand on est immigré, et quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, on a un espèce de syndrome du caméléon. On veut fit in, on veut s'adapter, on veut s'intégrer. Et donc, le premier truc que l'on essaye de faire, c'est de comprendre l'environnement dans lequel on est et d'essayer de trouver des ponts avec des gens, essayer de séduire des gens, enfin d'être intégré, d'en faire partie d'une équipe de foot ou de la classe, ou peu importe, on essaie d'en être. Et je crois que pour moi, j'ai dû accélérer le processus très tôt, très jeune. Alors j'étais plutôt créatif, j'adorais écrire des histoires sur des cahiers quand j'étais seul dans ma chambre, puis je m'inventais des mondes comme tout enfant, voilà, avec plein de choses et plein de gadgets ou sans dans sa tête. Mais ce qui a été déterminant pour moi, ça a été cette course absolue de l'intégration. Donc le caméléon devait se renseigner. Donc j'ai besoin de comprendre très vite, de lire, de comprendre, apprendre la langue française dont je ne parlais pas à l'âge de 10 ans. C'était donc en un an, il faut apprendre à parler, il faut apprendre les subtilités. Donc il faut lire beaucoup, comprendre, et donc ça m'est resté. Et donc j'étais toujours curieux de ce que je pouvais vraiment lire. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc aller chercher cette information, aller chercher ce renseignement pour essayer de comprendre ou de ne pas être largué, de ne pas être etc. Et donc, en forgeant ce muscle systématiquement de comment on pouvait anticiper des choses ou ne pas être surpris, ne pas être trop angoissé, et je pense que c'était un réflexe pour pallier à l'angoisse ou pallier au trauma ou autre chose, c'était vraiment systématiquement d'être surinformé. Et plus tard, alors pas forcément de manière très douée à l'école, mais j'étais suffisamment renseigné pour pas être déstabilisé très vite, de comprendre, de faire partie de la conversation
Et professionnellement, quand tout d'un coup j'étais en charge de stratégie chez Vivendinet ou Canal Numédia ou chez Canal auprès de Pierre Lescure, moi j'étais payé pour expliquer demain. Alors, c'est du storytelling d'un côté, mais c'était qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va nous arriver et qu'est-ce que c'est les choses qu'on doit comprendre et intégrer dans notre quotidien. Je pense que c'est très important pour tout le monde. Apprenez toujours, partez du principe que vous ne savez pas et continuez à apprendre. Et en apprenant, en écoutant, c'est là où moi se joue des signaux faibles, des moments où tu dis tiens, il y a un truc là, il y a 3 choses qui maintenant et qui viennent d'arriver. Tu parles du futur. Il y a un grand sujet qui est abordé matin, midi et soir depuis des mois et des mois. C'est l'intelligence artificielle. Et avant d'en parler, parce que c'est un sujet évidemment important dans nous, on va faire une pause. Tu connais pause, on a des pauses amicales ou des pauses familiales. C'est-à-dire que des gens qui viennent, qui t'aiment, viennent poser une question. Ah bon. Et donc là, tu as quelqu'un et tu vas en avoir quelques-uns qui vont te poser des questions. J'espère que tu les connais. Oui. J'espère que tu les aimes, mais je sais que c'est le cas. Je les reconnais. Mais on va voir, on l'écoute. Mon cher Cyberpax, quel est ton point de vue sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le développement de contenus scriptés, films ou séries? À bientôt. Message 2. Ça, c'est Franck Boulben, mon Cyberpax, car nous étions co-CEO, co-président de Vivendinet à une époque incroyable que tu as connue, et c'est là où je t'ai connu. Alors sa question est très importante parce que c'est vrai dans ma petite cour de création, l'intelligence artificielle, on est au tout début. Je suis content de pouvoir intégrer de plus en plus. Alors j'utilise pas encore beaucoup l'intelligence artificielle, moi ou nous, par rapport à la création. Néanmoins, je travaille avec quelques garçons Awen, par exemple, qui était un projet pour aider à la création, donc intégrer des volumes conséquents de data, en disant je veux faire le bureau des légendes et donc faire ingérer les 50 épisodes et puis tout d'un coup donner un angle différent. C'était son projet, donc je suis toujours très curieux de ces nouvelles frontières. Alors pour répondre à Franck, il y a 2 choses qui existent aujourd'hui qui sont incroyables. D'abord, la traduction simultanée qui est utilisée alors pas que dans notre domaine mais pour justement faire en sorte que les versions de nos projets, de nos séries, de nos films puissent se faire rapidement à travers le monde. Ça, c'est très important. Le deuxième aspect de l'intelligence artificielle, pour moi, c'est gather information, rassembler un volume conséquent d'informations parce que sur les projets sur lesquels on travaille, c'est toujours extrêmement important de parler du détail. Quand on travaille de manière analogique, c'est de parler à des gens qui ont le savoir sur un tel ou tel domaine. Là, on avance beaucoup plus vite sur des sujets peut-être plus... Mais tu penses, si on prend le bureau des légendes, 5 ans de 5 saisons, 5 ans de travail, est-ce que tu penses, avec du recul, puisque ça a commencé il y a à peu près 10 ans de ça, est-ce que tu penses que tu aurais fait les choses différemment avec l'intelligence artificielle? Est-ce que tu penses que le rendu, qui est magique, aurait été différent, plus magique? Tu penses que ça aurait été fait plus vite? Ça, c'est une question qu'il faut poser à son créateur et aux auteurs qui étaient autour d'Éric Rochant. D'abord, il avait un muscle. On dit toujours dans mon travail, « write about what you know ». Et donc, il avait un muscle déjà sur l'aspect John le Carré, c'est le fils spirituel de John le Carré. Et donc, Éric, je pense, est un obsédé de la lecture. Il dévore des volumes et des quantités phénoménales de data, et donc de livres, d'essais et de rencontres. Je pense qu'on aurait pu, à l'époque, peut-être répondre à certaines questions peut-être accessible par l'IA aujourd'hui qui n'était accessible que par l'être humain à l'époque. Par exemple par exemple, sur des
processus, des protocoles à l'intérieur d'un service de renseignement. Il a fallu lire beaucoup. Je vais prendre un exemple, c'est l'interrogatoire d'un Malotru se fait interroger par l'État islamique. Le détail, le soin au détail de ce que ça voulait dire cette façon de faire, évidemment, on aurait peut-être eu accès par Perplexity ou Claude ou autre de quelque chose de plus évident. Alex, on revient un peu, tu en as parlé tout à l'heure. Je te vois à Philadelphie, là où tu grandis. Je te retrouve dans les Vosges pour une raison familiale, parce que globalement, c'est ta maman. Papa et ton papa décide de faire un PhD. Il est mathématicien appliqué, donc informaticien. Et il y a un professeur qui s'appelle Claude Père, qui est le grand ponte dans son domaine, qui est à Nancy, à Polytechnique de Nancy. Et donc, il dit, on va partir, il a fait sa thèse à l'université de Pennsylvanie, il dit on va aller dans les Vosges, chez maman, enfin chez grand-papa, et pour 1 an. Et donc, c'était la famille de ta maman. Famille de ma mère. Et donc, ce qui devait être 1 an, on charge toute la maison et toutes nos affaires sur le France, on part de New York, on arrive à... C'est le paquebot, le paquebot à l'époque, imaginer, au Havre. On descend la voiture américaine, nos bagages, etc. Et on va habiter chez grand-papa. Et cette année, qui devait être 1 an, il finit sa thèse et on repart à Philadelphie. Ils ne sont jamais repartis. Il y avait aussi une raison, c'est qu'il a eu un moment dû reprendre... ma mère a dû reprendre l'affaire de son père. Son papa. Donc il y avait aussi un besoin d'avoir une... Je pense que c'était la conséquence du fait qu'il soit resté. Donc, parce que je pense que ma mère, qui était artiste, oui. Et ça c'est un peu ma dualité, cerveau droit et cerveau gauche. Mon père très mathématicien, informaticien, ingénieur de l'aérospatiale. Et ta maman artiste. Et ma mère peintre. Et voilà, on tombe sur un Alex. On continue quelques années après. Alors là, je suis assez étonné. J'essaie de comprendre comment je te retrouve à TMC. On t'a 20 ans. Et là, je te retrouve TMC, Télé Monte Carlo. Je te retrouve là, assez jeune, dans ce monde médiatique. Comment tu te retrouves à ce moment-là, si jeune? Qu'est-ce qui se passe? L'accident, c'est très simple. Non. J'étais à l'université de Pennsylvanie. Je faisais mes études. Et les final exams, donc les examens de fin d'année, se déroulent fin avril, début mai. C'est-à-dire que le 5 mai, tu as fini ton année. C'est tôt. Mes potes en France finissent fin juin, début juillet. Donc j'ai 2 mois à cramer. Donc je vais dans l'appartement de mes parents qui était à Aise Village et je postule en écrivant une lettre à la poste, en laissant mon numéro de téléphone fixe, en disant voilà, je suis disponible pendant 6 semaines, 8 semaines pour travailler avec vous. Je suis obsédé évidemment par le monde médiatique. C'était déjà à l'époque. Ouais. Mais d'où ça vient ça? Ta maman, t'es dans les Vosges. Ton papa est ingénieur, vous êtes dans la tisserie, enfin on est dans... Ils ont une corderie depuis 1862, ils sont dans le tissage, etc. Donc, c'est d'où? Je crois que c'est quelque chose qui m'a bouleversé quand j'ai 8 ans ou 7 ans. Ma mère me voit regarder après le sport, donc aux États-Unis on arrive tôt l'après-midi, on fait ses devoirs et on va faire du sport, beaucoup de sport. Et après, je regardais la télé. Et ma mère, ça la rendait dingue. Donc, il y avait 2 télés dans notre maison à Philadelphie. Elle arrache le cordon de l'arrière de l'appareil. Ah oui, donc elle est très agacée, là. Et là, mon obsession était, j'étais émerveillé à l'époque, Star Trek 68. Je regardais des histoires absolument incroyables. J'ai dit, ça, on peut... vivre des histoires, je ne comprenais pas ce que c'était les métiers d'auteur ou de scénariste ou de réalisateur ou de producteur. Je dis mais ça, c'est un truc de dingue. Et je regardais les films d'horreur. J'étais très jeune et j'étais obsédé et compulsif. Et donc... Tu vois, ce manque
Ce manque à 8 ans, quand Ah t'as ouais, un moment je pense que que c'est le dis, geste, c'est le trauma absolu de J'adore. ma mère. C'est les traumas qui nous fait font que faire des choses. Hein. je suis obsédé par l'idée de rentrer Donc, dans le cinéma, la télé et tout ça. t'envoies J'envoie c'est quoi la une réponse lettre et je reçois un coup de téléphone sur le fixe et je réponds et c'est Michel Lacroix qui est le directeur général de Télé Monte Carlo qui appartient à la ville, à la principauté de Monaco à ce moment-là et qui me dit mais vous êtes dispo, venez demain. Donc je viens et j'avais fait un peu des stages à Philadelphie, je comprenais un peu l'environnement, mais alors vraiment à 2 balles, hein, j'avais aucune idée de rien, mais j'avais une énergie, j'avais envie, j'avais une obsession. Donc évidemment, j'arrive, je m'étais renseigné quand même un petit peu pour ce que je pouvais connaître de TMC. Rendez-vous d'1 heure, il dit tu commences demain. Stagiaire, alors stagiaire à TMC à l'époque, j'étais le grouillot du chaouche du stagiaire qui apportait les cafés aux stagiaires. J'étais au plus bas de l'échelle, mais j'étais dans le temple. Et je voyais des choses. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cet été-là, à la fin de l'été, je suis resté beaucoup plus longtemps que je ne devais. Je vais retourner à Philadelphie, mais j'étais comme un fou, j'étais dans mon élément. Et la princesse Grace de Monaco décède dans un accident de voiture. Et ce Michel Lacroix vient me voir en disant tu parles anglais? Je dis bah ouais. Tu vas t'occuper de la mondovision des obsèques, de la coordination de la mondovisation des obsèques. Et je dis je ne sais même pas ce qu'il est en train de me demander. Je dis bien sûr, pas de problème. Donc, je vais évidemment voir les gens autour de la machine à café ou à l'étage en dessous. Il y avait RMC en disant c'est quoi une mondovision? Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi les détails. Je m'en occupe, donc arrive CNN, ABC, CBS, NBC qui arrivent à Monaco, à l'étage où je suis, et je suis l'interface avec tous ces gens-là. Il s'avère, vraiment la chance, la tchoune, mon oncle à Philadelphie, qui a un cabinet d'avocats, et l'avocat de la famille Kelly, donc Grace Kelly, la Grace de Monaco. J'ai été à l'université de Pennsylvanie à Philadelphie et donc les chaînes qui déboulent sont plutôt celles de Philadelphie. Donc je connaissais 3 mecs, mais totalement le hasard absolu. Et puis je parle anglais et je suis là à organiser leur vie. Ça se passe bien et je suis convoqué juste avant de partir. J'allais partir à Philadelphie, retourner en 2e année, 3e année. Et Jean-Claude Eberlé, qui est le patron d'RMC, TMC, me convoque et me dit, et là je pense que je vais être viré, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que t'as mal fait? Il ne me regarde pas, il a devant lui une lettre, et là, sans me regarder, il dit Monsieur Berger, il ne demande pas de m'asseoir, rien. Monsieur Berger, voilà, j'ai devant moi une lettre du palais qui félicite RMC, TMC pour la couverture des obsèques et de toutes les cérémonies concernant la princesse Grace. Et donc, je sais à quel point vous avez été instrumental là-dessus. Là, j'ai toujours pas dit bonjour, je suis tétanisé. Tu écoutes. Et il dit, voilà, je voudrais vous proposer la rédaction en chef du flash d'infos de 18h d'RMC, TMC sur TMC. Et pareil, j'ai aucune idée de ce qu'il est en train de me demander. Mais tu comprends quand même que tu dois arrêter tes études là. Ouais. Et donc là, j'avais un billet qui était littéralement 4 jours plus tard. Donc les coups de téléphone pénibles, le choix la nuit où tu dors pas. Donc là, tu dis je dois réfléchir ou tu dis OK? Tu dis OK tout de suite? Non, d'abord je dis OK. Tu dis? Je dis OK. Bien sûr. Je dis OK. Et à ce moment-là, je commence à réfléchir. Je dois tout comprendre. Lire, comprendre, qu'est-ce que ça veut dire. Il n'y a pas de salaire, il t'avait rien dit, il t'avait dit tu fais, il t'avait pas parlé de salaire, de rien. Mais il dit, tu vas être le rédacteur en chef, j'ai 21 ans, les gens qui sont journalistes ont mis entre 30 et 50 ans, c'est des cadors, donc je comprends pas très bien ce qui m'arrive. Je parle à un de mes meilleurs amis qui était Thomas, qui travaillait, qui était dans le Midi, on était... Voilà, et je dis, voilà ce qu'on me propose. Il dit, waouh, il n'a aucune idée, mais il dit, waouh, ça a l'air pas mal.
Et puis je parle à un garçon que j'ai connu autour de la machine à café qui s'appelle Alain Chabat et je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Et puis il y a d'autres, à un réalisateur, à des gens que je connais du boulot parce que je connais vraiment. Donc les gens te disent plutôt reste. Les gens me disent fonce. Reste. Ouais, fonce. Les seules choses que j'ai réalisées à ce moment-là, c'est que finalement quelqu'un d'autre était en train de voir la valeur que je ne voyais pas moi-même de moi-même. C'est-à-dire quelqu'un est en train de confier à un jeune homme de 21 ans un poste de responsabilité hors norme. Tu as cité Alain Chabat, qui est devenu par la suite un proche, un ami, un associé. Donc la première fois que tu le vois, c'est vraiment une machine à café. Ah oui. Je dis la blague à 2 balles, Shalom Shabbat. Voilà, on commence à discuter et on dit beaucoup de conneries. Voilà, et donc c'était la première personne que je vois. Lui, il travaillait, il commençait à RMC. Il était sur RMC Rock, qui était la bande FM d'RMC, où il commençait. Il avait déjà fait un peu de radio. Et il commençait en radio. Et moi, je commençais en télé. Et il avait quelques années de plus que moi. Et voilà, je sais pas, on s'entend bien et on devient très proche et après on est coloc, etc. Donc c'était, le début c'est notre jeunesse où on a passé beaucoup de temps ensemble, il y avait eu beaucoup de choses, on a... c'est un peu magique, enfin voilà, de trouver un très bon pote. Tu crois au destin ? Je pense que je crois au destin, je crois à l'univers qui parle et qu'il faut savoir écouter. Donc oui, il y a des signes, des symboles, des choses. Tu parles de la chance, c'est la même chose pour moi. C'est des opportunités, tu vois, etc. Aujourd'hui, je ne suis pas proche d'Alain Chabat. C'était il y a très longtemps, etc. Mais on a vécu une vie ensemble et j'en suis reconnaissant. Ça me fait du bien, mais bon, voilà, après, on change. Et on évolue. Et puis après, moi j'ai surtout créé, au lieu d'une bande de potes que j'ai eu, beaucoup, Canal, tout ça. Après, c'était ma famille. Enfin, voilà. Là, je te retrouve déjà entrepreneur. Tu crées une entreprise qui s'appelle Real to Real Filmworks à Los Angeles. D'accord. Donc là, je te vois là avec c'est ça, tu te souviens, avec Benjamin Rothschild, ces années-là. Et un autre pote. C'est des gens que j'ai connus qui sont décédés, qui sont partis. Il y a dans la religion juive, Kippour est un jour du grand pardon où on essaye de réfléchir à plein de choses. J'ai plein de Kippour dans ma année où je pense à tous les gens qui sont plus là. Même un instant. C'est juste, je dois me rappeler. Et donc, Real to Real Filmworks, on est au début des années 80 à Los Angeles et Edmond Rothschild, le père de Benjamin Rothschild, dit vous allez monter une boîte, qu'est-ce que vous allez faire et j'ai connu Benjamin, on était encore étudiants, lui à Genève, moi à Paris, et on se voyait, on sortait, on avait 16 ans, on faisait le con, quoi. Et il avait un truc, je ne savais pas qui c'était, mais il avait un truc, il avait un génie assez étonnant. Et il a dit, moi je veux faire du cinéma. Alors je dis, moi je travaille déjà, j'ai été à TMC, et donc j'ai dit, écoute, j'ai 2-3 idées de ce qu'on pourrait faire, regarde ce qui est en train de se passer dans le marché. Et à l'époque, aux États-Unis, toute ville, village avait un câble opérateur pour emmener les chaînes, et ils avaient des chaînes où il y avait des films, ils achetaient des choses. Et donc j'ai dit, je crois qu'il y a un trou dans la raquette, parce que tous ces milliers, des dizaines de milliers de chaînes et de chaînes de câbles ont besoin de petites choses pour qu'ils puissent démarrer les films à l'heure. Il dit, mais c'est-à-dire, interstitials. On va faire des montages, on va prendre des choses, que ce soit des bandes annonces d'autres, etc. Et pour quelques dollars, voire quelques dizaines de dollars, on va les vendre
à droite, à gauche. Mais sauf qu'avec la masse, ça faisait beaucoup de ventes. Et puis, il y avait l'idée que Edmond Rothschild avait la CJ, donc la compagnie du jouet, et à Los Angeles, il avait une filiale qui s'appelait Revell, qui faisait des maquettes. Et j'étais obsédé par ces trucs-là. Et c'était un peu old school. Et donc, je disais, mais quand même, à un moment, il faut réfléchir à un meilleur moyen de rendre ça un peu plus cool. Et il a dit, alors, ce serait quoi ? J'ai vu que vous aviez une gamme de jouets que vous alliez lancer sur des robots, un peu des Lego Robotech. Et j'ai dit, mais plutôt que de dépenser de l'argent, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de raconter une histoire ? Et donc, on a été voir Harmony Gold, un producteur d'animation, en disant, faisons une animation qu'on va posséder, on va échanger ça contre l'espace. Et évidemment, Robotech devient un succès gigantesque. Et grosso merdo, 4 millions de dollars que ça a coûté, ça nous a rapporté une blindasse. Et donc, très heureux, Edmond Rothschild, pour nous remercier, dit, bon, maintenant, vous vendez votre affaire et vous venez à Genève de venir faire un vrai métier sérieux de financier. Et c'est là où je te retrouve. À Genève, son fils ne pouvait pas dire autre chose que oui, papa, mais toi, pourquoi tu le rejoins ? Pourquoi tu vas à Genève ? Parce que je suis fasciné, encore une fois, par... d'abord, je ne suis pas bon en finance, mais je suis plutôt extrêmement pointu en médias et les gens qu'on avait... Oui, c'est un peu large quand même. Ouais, mais à Genève, quand on est dans la banque, on parle d'acheter des actions dans l'acier, dans l'automobile, dans le chocolat, etc. Et il y a un garçon qui arrive à la banque privée rue de Hesse, moi, et on me dit, pour ta formation, tu vas être analyste financier. Ce qui est à peu près le plus grand truc d'horreur que j'ai pu entendre. Et donc, je suis là en train de faire des calculs de PI, etc., sur des sociétés dont je m'en fous. Sauf, comme j'étais un peu né pour un fonds d'investissement à l'époque à Los Angeles, je connais tout le monde, je connais ce qui est en train de se passer là-bas. Et je lis beaucoup plus que les autres sur le domaine. Et à Genève, personne n'est spécialiste. Et donc, tout d'un coup, à la banque privée, il y a un jeune mec, un petit ricain, qui fait des shows pour expliquer ce qui est en train de se passer dans les médias, dans les télécoms, etc. Et c'est pas mal. Je t'arrête 2 secondes. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois américain, forcément, c'est l'innovation, forcément, c'est la nouveauté, forcément... je suis un ovni. De toute façon, je suis un ovni, tu restes pas si longtemps que ça. Tu restes 2 ans. Alors après, on continue. Là, en marketing... Je suis là pour toi. Tu veux prendre autant de temps que tu veux. Pas que pour moi. Et c'est l'histoire que je connais bien. On les oublie parfois, les histoires. Est-ce qu'on les réécrit, les histoires ? Oui, je pense qu'on édite. On améliore un peu. Voilà, on essaye on essaye de faire en sorte que les gens s'y intéressent un peu plus. Oui, parfois, moi, je suis très intéressé par les échecs. Je suis très ravi d'avoir toujours des histoires merveilleuses. Comme je le dis, les échecs sont les aspects les plus importants d'une carrière. Et à un moment, au début de NBDC, j'ai fait une émission, un magazine hebdomadaire avec Bataille et Fontaine sur Canal Jimmy, qui s'appelait Le meilleur du pire. Et j'ai inventé ce magazine pour parler de tous les échecs dans tous les domaines. Le Crédit Lyonnais, Raymond Poulidor, qui était l'éternel numéro 2, le turbotrain, le Goupil, enfin peu importe. Et ça a été très important pour moi parce que c'est la manière de vivre les échecs et d'en sortir quelque chose de positif. Tu me parlais de NBDC, alors là c'est ton côté extrêmement bon en marketing, vous prenez les initiales des 3 personnes donc Tim Newton, Tim Newman, Alex Berger et Antoine Decaune. Notre obsession à NBDC, nous qui étions jeunes à l'époque, on était des jeunes adultes, était cette frustration de ne pas voir à l'antenne des choses qu'on aurait bien voulu voir. Et donc, on se rue dans ce gold rush, cette ruée vers l'or, on y va et on commence mais je pense que je pondais 25 projets par jour, enfin par semaine. C'était quoi la répartition ? Toi, c'est toi qui... Vous pondez tous les 3 ? Tim Newman est le meilleur vendeur qui existe sur la planète Terre. Tu peux lui dire non, tu peux l'humilier, tu le jettes par la porte, il rentre par la fenêtre, ou la cheminée,
ou dans ta tête d'une manière ou d'une autre. Il y arrivera. Et il était plus âgé que nous et avait une vraie, un network de contacts dans la télé qui était unique. Antoine Decaune, c'est le prince de l'audiovisuel. Jacqueline Joubert, sa mère, Georges Decaune, son père, il est l'enfant de la télé absolu et il a une verve, il a une intelligence incroyable et puis il est rock'n'roll. Et donc, ouais, c'est Antoine Decaune qui me présente Tim. Antoine dit, je viens d'être viré de Canal après la première année. J'ai envie de monter une boîte, il y a plein de trucs à faire. Je suis I'm game, allons-y. Je suis dispo. Je pars de Genève, je monte, et il dit, rencontre Tim. Et donc voilà. C'est quoi votre grand succès? Rapido. Tu nous rappelles le concept? Succès, c'est très simple, c'est un magazine de culture, musique et culture. Antoine Decaune faisait des plateaux rapides avec les mains dans le dos. Gilles Verland, qui était un journaliste incroyable, faisait les voix des 4 sujets ou 5 sujets de 4 minutes 30 que l'on avait dedans. Yves Bigot était notre rédacteur en chef. Vendu à qui? Alors, vendu d'abord à TF1 sous un autre format. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire qui est dingue, mais en tout cas, vendu à la BBC, puis à Canal. Et dans Canal, vous êtes remonté par... Ouais, et Canal, voilà, après ça a duré des 10 ans. Et puis on a vendu cette Rapido dans 16 pays et à la BBC 1. C'est-à-dire en prime time, Antoine Decaune faisait un espèce de Maurice Chevalier qui insultait les Anglais avec son franglais qui était formidable. Et dans le doute, les gens, ça passait. Et on pouvait dire des choses incroyables. On va parler justement du développement de certaines de tes séries à l'international. C'est la première fois, en fait, ou une des premières fois, qu'une émission devient rapidement, en fait, à l'international, et en particulier sur la BBC. Toi, pour toi, c'était un peu logique, tu t'es dit, on va tenter, ou tu dis juste, c'est normal, quand je vendrai quelque chose quelque part, j'irai partout. On n'a pas le choix. On a un budget de 200 000 francs par semaine pour faire cette émission. C'est pas ça, enfin, peu importe. Quel que soit le montant, en tout cas un montant conséquent. Un montant faible, super faible. Voilà. Et donc, on est obligé de vendre. On est obligé que ce soit un succès hors de nos frontières. C'est-à-dire que tu dois... Parce que, en fait, excuse-moi, c'est qu'il te paie assez peu... Enfin, le budget, je pense que c'était un coût à faire. On arrive à le faire au budget. Mais si tu ne le vends pas plus, tu ne vas pas gagner grand-chose. Voilà. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on invente des Antoine de clones, c'est-à-dire des versions d'Antoine qui vont parler vite avec les mains dans le dos et on va le décliner en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Enfin voilà, c'est génial. Et ça, c'est vraiment la conjonction de l'aspect artistique d'Antoine et des journalistes qui étaient autour, des gens incroyables, vraiment, de Christophe Gans enfin vraiment, il y avait des... Pourquoi tu arrêtes, dans ce cas, cette entreprise? Là, on est en 94, tu rejoins cette fois-ci le groupe Canal+, tu parlais tout à l'heure de Pierre Lescure, tu rejoins ce groupe-là, il va se passer plein de belles choses pendant les années qui vont suivre. Je rejoins un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Oui, car je rejoins Canal+, car Pierre Lescure, en 93, me demande des conseils par rapport à André Rousselet et des choses qu'il voulait faire aux États-Unis. Voilà, et qui parlait très mal anglais. Et il allait recevoir un Emmy Award pour son œuvre, pour sa carrière. Et Pierre disait, comment est-ce qu'on peut faire? Il est très mauvais en anglais. Il ne faut pas que ce soit ridicule, etc. Donc j'invente, je l'aide, je dis, j'ai une idée, on va le faire, etc. Et ça se passe bien. Et puis, André Rousselet, le père spirituel, d'abord le fondateur de Canal+, le père spirituel d'Alain de Greff et de Pierre Lescure, s'en va. Il y a un clash avec le conseil d'administration et il part brutalement. Et Pierre se retrouve un peu démuni, seul, lapin dans les phares, et on est potes, on est plutôt très proches, et il dit viens m'aider. Et je dis, ok, je vais solder mes affaires je vais revendre mes parts. Alors, à ce moment-là, on avait fusionné, on avait mis NBDC dans Rapido TV à Londres, qui marchait du feu de Dieu.
je vends mes parts à Richard Branson, qui est notre associé en Angleterre. On a fait 50-50 avec lui. À l'époque, Richard Branson est une star. C'est une star de partout, et dans les médias aussi. Donc, je suis libre. Et je dis à Pierre, en 93, écoute, je vais travailler avec Michel Toulouse pour refondre les chaînes thématiques et les chaînes par câble. On se fait un essai d'1 an. Et puis, je te rejoins, voilà. Et je décide le 4 novembre 1994, le jour des 10 ans de Canal+, de signer un contrat avec Canal, où je deviens mi-factotum, mi-brasseur d'idées, c'est-à-dire en charge de la stratégie pour Pierre Lescure. Donc là, on va parler des années où il va y avoir Canal Satellite, Studio Canal, c'est tous ces moments-là Canal Technologie, qui vont se créer à ce moment-là. Toi, tu travailles entre le présent et le futur, donc tu t'éclates évidemment. Si tu dois avoir un mot, quelque chose que ces années-là t'ont apprise, ou tu dis, tiens, ces années Canal pour toi, c'est ça, c'est quoi? On a laissé les clés d'une entreprise florissante à des saltimbanques. Et ils n'ont rien gâché. Au contraire, ils ont réussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment complexe, économiquement, socialement, de transition. On voit ce qui est en train de se passer dans les pays. C'est très troublant. Je revis la guerre froide que j'ai vécue quand je suis né dans les années 60 et que je faisais des exercices en se planquant dans les shelters parce qu'on pensait que les Russes allaient nous bombarder. C'est un peu la même chose, sauf qu'à l'ère électronique. Mais surtout, ce que je vois, c'est absolument ce contexte incroyable de dire « fais ». Go out, just do it. Alors, je reprends ce slogan, mais on a eu la chance, encore une fois, moi, j'ai eu la chance de voir des gens qui m'ont bluffé. Moi, j'étais un fan des gens qui m'entouraient. Oui, mais ça, tu le fais, toi? Tu le fais dans tes équipes? Tu le fais avec tes enfants? Tu l'as fait avec tes enfants? Alors, peut-être pas assez. J'essaye de rattraper parce que on essaye toujours de s'améliorer, mais je pense que ce qui était important, c'était, et ça je le fais dans mes entreprises, c'est de dire à tout le monde, je veux que chacun puisse prendre un rôle et des responsabilités plus conséquents. Et quand on a commencé à travailler là-dessus, notamment avec Eric Rochon pour faire puis The Originals, et le groupe aujourd'hui, j'ai dit non. On ne doit pas reprendre les vieux schémas. On doit donner des responsabilités supplémentaires. Un auteur doit devenir un showrunner. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit avoir une responsabilité plus large. On ne doit pas le cantonner juste à un rôle d'écriture, qui est essentiel, fondamental, mais il doit comprendre le cadre dans lequel il est. Responsabilisation des gens. Donc oui, ce que je fais, c'est ce que j'ai vécu quand on m'a donné des responsabilités et que j'ai dit OK. À 21 ans. Mais c'est justement ces années-là où là, il y a quelque chose qui s'appelle vis-à-vis. Il y a un sujet sur lequel tu travailles, toi, qui s'appelle la convergence des médias. Alors là, mon obsession. Ça paraît une folie. Aujourd'hui, ça paraît totalement logique. À l'époque, convergence des médias, c'est dingue. Et donc toi, c'est ces années-là, on est sur vis-à-vis. C'est là où tu vas rencontrer Franck Boulben quelques années après, où ta vie vient d'Inette. Comment justement, tu es inaudible? Comment tu deviens audible? Est-ce que tu arrives à devenir audible? J'espère devenir audible. Et il y a explique ce qu'est la convergence des médias à l'époque. Canal Numédia et Vivendi Net, c'est en gros tout ce qui est non-télévision, voilà, donc sur d'autres supports, Internet. Alors à l'époque, 56K, voilà, on n'est pas... Un modem filaire. Un modem filaire lent. Et donc, mon idée était de dire comment est-ce qu'on peut faire migrer les contenus d'un téléphone Nokia à écran à la télé connectée, voilà, les boîtes que nous avions, Canal Satellite, et évidemment l'ordinateur. Et comment est-ce que ça peut se passer de manière totalement fluide? Il faut écrire des protocoles, redimensionner les objets, les images, compresser, etc. Donc, je vais voir Alain Leduberdère et une demi-douzaine d'ingénieurs qui travaillent à la technique de Canal. Et je dis, voilà l'idée. L'idée, c'est tout ça doit être fluide. Et donc, j'appelle ça, très sexy, j'appelle ça le portail multi-accès. Et donc, j'essaye de vendre ça. Donc, on a dû dépenser
allez, 1 million de francs, donc 150 000 euros pour faire les modèles de tout ça. Et à l'époque, Jean-Marie Messier, qui était donc qui est le grand patron de Vivendi, d'accord. Qui ne s'appelle pas encore Vivendi, c'est la Générale des Eaux, voilà, plus gros actionnaire de Canal. On essaye d'expliquer ce que c'est ça. Et là, il voit la lumière. C'est un banquier, un génie financier, pas surtout, mais en tout cas, génie de ça. Il dit, faut y aller. Et cette idée à moins d'1 million de francs devient on a fusionné avec Vodafone pour 35 milliards, je crois, je ne sais plus combien c'était dingue. Et donc, ça existe, c'est le précurseur. Mais ce qui est accélérateur du mouvement, c'est le 5 janvier 2000, quand AOL fusionne avec Time Warner. Et là, je vais voir d'abord Pierre Lescure, et il est 16h, quand la dépêche tombe. Et je dis là, il y a un problème. Il dit, c'est-à-dire, on va être des intermédiaires. Et donc, je dis, le futur, notre plus gros vendeur, non, on achetait tous les films de Warner. Ouais. Maintenant, à la distribution directe avec nos abonnés potentiels. À travers l'Internet. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ah ouais, ça va être embêtant. Oui, ça va être embêtant. Et il dit, va voir Messier. Donc, 1 heure plus tard, je suis dans le bureau de Messier et je dis, voilà la situation. Et il dit, et qu'est-ce que tu suggères? Je dis, c'est pas compliqué. Soit on achète Sony, soit on achète Universal. Pourquoi? C'est tout ce qui nous manquerait. Donc, musique, film, donc c'est système. Toi derrière l'acquisition de Seagram. Absolument. Qui donc était une famille derrière, qui possédait... Je vends le concept et donc le truc. Et Pierre Lescure dit, je m'occupe de Nobuyuki Hidei, qui est le patron de Sony, qui allait à Davos. Donc on est en février, début février, et Pierre dit, je vais aller lui parler à Davos la semaine prochaine. Quelqu'un doit voir Bronfman. Moi, on m'envoie à New York. Je connais pas beaucoup Bronfman, donc j'appelle mon ami, qui était la famille, qui est le patron de Seagram, qui est propriétaire d'Universal. Et j'appelle mon ami Terry Semel, un homme qui a Alzheimer aujourd'hui. Et donc, j'appelle Terry et je dis, écoute, j'ai besoin de toi. C'était l'ancien patron de la Warner. J'ai besoin de toi, puis patron de Yahoo et beaucoup d'autres choses. J'ai besoin de toi, il faut que... Voilà ce que je veux faire. Et il dit, on se retrouve à New York demain. Et donc, je vais et je fais les premiers pitchs pour expliquer, voilà, Canal, on veut fusionner Canal et Universal. Et il dit, tu te fous de ma gueule. Votre petit truc, là, Canal, là, etc. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est Vivendi, parce qu'il y a un telco, il y a SFR, il y a beaucoup d'autres choses. Canal et Universal, donc tripartite. Et je reviens, Pierre revient et Hidei a dit, no, ça ne m'intéresse pas, ça ne se passera jamais. Ouais. Et moi, je dis en disant, écoute, il n'est pas contre. Il y a une porte. Il y a une porte, mais alors il va falloir aller vite, etc. Et là, le génie de Lazare, du banquier d'affaires de Jean-Marie Messier, commence à mettre les choses en route très rapidement et on y va. Et on y va. Et donc, entre janvier, et ça se conclut en juin 2000, et on a fusionné, et ça devient Vivendi Universal. Et donc là, il y a Vivendi Net. Tu viens... Donc là, le Cyberpax avec Franck Boulben, puisque tu viens co-président. Et là, et je l'explique souvent ici, il y a des menottes dorées. Et à un moment ou à un autre, tu dis que ces menottes-là, même si elles sont dorées, c'est pas ça. Et là... C'est plus lourd que ça. D'abord, il y a une différence de culture. Et Alexandre, ce qui est très important dans les entreprises, et quand on travaille pour des actionnaires, on est juste des managers, c'est pas chez nous, on est là pour créer de la valeur. Oui. Et donc, quand la politique des individus vient polluer notre mission, ça devient chiant. Donc, c'est vrai que très vite, pour moi... il y a des gens qui l'acceptent, il y a des gens qui font avec. Oui, ils sont nés dedans, voilà, ils sont managers, ils sont cadres. Toi, c'est pas possible. Et moi, je dis, mais attendez, moi, je siège au comité exécutif de Canal+ le lundi et au comité exécutif de Vivendi le mardi. Et ça se met des scuds
toute la journée et je dis, mais attendez, c'est pas possible. On est ridicule. C'est destructeur de valeur et de mon temps. Donc, à un moment, et très largement grâce à des gens que je trouvais n'étaient pas dignes de l'univers dans lequel il était, dont un mec qui s'appelle Denis Oliven, j'ai dit, attends, moi, je vais y aller. Je vais partir. Vous allez faire ce que vous avez besoin de faire. Et en septembre 2000, je quitte le groupe. On va continuer nos pauses. On va écouter une nouvelle pause amicale. Quelqu'un qui nous laisse un message et qui nous laisse un message sur peut-être ces moments-là, ces années-là, ces instants-là, dans la fin de ces années où tu vas trouver sur les étapes d'après. On écoute ton ami. Bonjour Monsieur Berger, c'est Monsieur Torgeman. Si je vous dis 23 rue Ganneron, dans le 18e à Paris, qu'est-ce que ça vous évoque? Je t'embrasse. Alors, on parle d'un producteur... Harry Torgeman, il fait Bref 2. Il ne fait pas que ça, hein. Il fait plein beaucoup de choses. C'est un brillant producteur. Alors, cet homme-là est stagiaire juridique chez WAM, dont je suis actionnaire minoritaire. Donc là, c'est la société de production d'Alain Chabat à l'époque. Voilà. On est en train de faire des choses merveilleuses. Burger Quiz, petit coproducteur d'un grand film qui s'appelle Mission Cléopâtre, et puis et puis plein d'autres films. Et donc, c'est... à ce moment-là, je rencontre ce garçon qui est étonnant. Et on est rue Ganneron, et on est en train de réinventer plein de choses. D'abord, pour Burger Quiz, une room, donc un atelier où il y a jusqu'à 14 auteurs pour gratter les questions de Burger Quiz, 600 questions pour en garder 60 à la fin de la journée. C'est une usine à conneries. C'est une usine à, justement, inventer des choses, etc. Et donc, très à l'américaine. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, je fais un deal avec Studio Canal pour le compte de chez WAM, qui est la société d'Alain Chabat, qui est un first look deal qui nous permet d'avoir de l'argent pour développer plein d'idées, tout en leur promettant de leur rendre 5 films au bout de 5 ans. Et donc, Harry arrive dans un moment où ça n'arrête pas. On fait de l'animation. Avez-vous déjà vu sur M6 ? On fait du flux avec un jeu extraordinaire. On fait des films. On est en train de faire plein de choses. Et c'est une éponge, ce mec-là. Il voit tout, il comprend tout, il interprète tout. Et il se forge. C'est un peu comme toi tout à l'heure. Tu me dis, c'est le caméléon qu'il n'aurait pas dû être parce qu'il faisait du juridique. Il est devenu, en fait... c'est juste toi, t'es devenu. Oui, et il a eu une opportunité qu'il a saisie. Il a saisi, c'est important. Et je le respecte beaucoup, je l'aime beaucoup. Et je le salue. On va s'arrêter sur un moment clé de ta carrière, qui est les légendes. Donc, oui. Tu sais que les gens disent les légendes, mais le bureau des légendes, parce que maintenant il faut les en entier, parce que pour les gens comprennent ce que c'est. Oui, donc on a même ici j'ai mis la partie, parce que là on va parler de la partie américaine. Le bureau, le bureau et the agency, qui est la version américaine. Donc ça, est-ce qu'on peut dans une vie professionnelle avoir plusieurs succès comme celui-là, d'après toi? La conjonction d'étoiles est rare. Et je pense que ce qui était incroyable, d'abord, quand j'ai commencé à travailler avec Éric Rochant, quand il est venu me voir la première fois, on doit être en 2006 ou 2008, et il cherche, lui, à trouver un moyen de faire des films de manière plus indépendante. Et donc, on a une idée ensemble de titrisation du cinéma, donc vendre des parts pour faire des films. Ce projet va très loin, mais ne se matérialise pas, mais on parle toujours de ce qu'on a envie de faire, de films, mais plus on parle de séries et de ce qui est en train de se passer en Angleterre, aux États-Unis avec HBO, et en Scandinavie et ailleurs, et en Israël, bizarrement toujours. Et donc, on commence à réfléchir à une méthode. Je dis, mais qu'est-ce qu'il te faudrait? Parce que Eric me dit à ce moment-là, je n'oublierai jamais,
non mais je ferai jamais de télé. C'est un art mineur en France que de faire de la série de fiction. J'ai dit, ok, j'entends, je respecte. Il y a quand même 2-3 trucs qui valent le coup de regarder. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, changer pour que ce soit pas un art mineur? Et donc, je l'emmène aux États-Unis. On est en train de développer The Oligarchs, les oligarques, donc une série sur la chute du mur de Berlin et l'arrivée de l'ultra-capitalisme russe. Et donc, voilà, c'est sur l'histoire, etc. Une merveille qu'on développe pour Canal+ et HBO aux États-Unis. Et donc, je l'emmène rencontrer mes amis auteurs, showrunners, dont Todd Kessler, qui a fait les Sopranos, qui a fait Bloodline, qui a fait plein de choses qui sont absolument incroyables. Et on se met dans la room aux États-Unis et je dis, théoriquement, Eric, tu comprends tout, mais tu comprends pas ce que ça veut dire. Et donc, on fait, à l'échelle 1, dans une room, avec les Américains, on break les oligarques. C'est-à-dire, on apprend ce que c'est de déconstruire pour reconstruire une série. Et il regarde. Et il dit, voilà, la room, donc cette writer's room, elle est au premier étage. En dessous, il y a le studio de tournage. Au bout du couloir, il y a le montage. Toute l'équipe de production est de l'autre côté. Et il dit, mais pourquoi ? Et là, il a une révélation absolue. Il dit, ouais, parce que tu luttes contre le temps. Et il faut avoir 0 déperdition de temps. Au bout du couloir, pour les montages, tout se passe en même temps. Au même endroit. Et tu livres en 1 an. Et déclic incroyable, tout d'un coup, il comprend et il dit, ça y est, essayons d'emmener ça avec le droit du travail, avec le droit d'auteur, avec les particularités de l'exception culturelle française. Mais là, on tient un truc nouveau et intéressant. Mais là, c'est quelques années après, parce que là, on parle de 2015, la diffusion. Mais on commence à travailler. Quand est-ce que vous commencez ? C'est un travail juridique colossal. On passe d'un temps fou entre 2008, où on fonde The Oligarchs, et 2013, où on est en train de le faire. Donc, quand même, c'est 5 ans. Il faut le financer. Je finance. Ouais. J'avance parce que je vois un modèle qui est, si on ne le fait pas, on est mort. À quel moment ce premier succès, ça va être le Bureau des légendes ? Tu sais pas que c'est le Bureau des légendes. À quel moment le premier que tu vas sortir quand Éric Rochant arrive en disant « il faut que je te pitche un truc », il vient de finir Moebius, qui est un film avec Dujardin et Cécile de France, dans l'espionnage. Il finit, et littéralement le lendemain, alors, il faisait ça avec EuropaCorp, qui étaient des gens qu'on connaissait bien. Et il me le pitch, il y a 90 secondes, je dis, c'est de la bombe ce que tu es en train de me raconter, j'adore. Et donc, ok, on va appliquer ce que nous avons étudié depuis 5 ans à cette nouvelle série, cette nouvelle idée, le Bureau des légendes. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans cette ergonomie, c'est que d'un côté, le génie créatif d'Éric Rochant, auteur, réalisateur de cette idée nouvelle, se marie avec un mec qui s'appelle Alex Berger, qui a un processus militaire. C'est en tout cas une hiérarchie, un processus extrêmement délimité, avec une discipline, en effet, quasi militaire. Et quand on pitch à Canal, c'est « Ah, putain, on adore !» Ouais, mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué de faire dans le processus, parce que personne... Qui achète chez Canal ? Devant nous, il y a Ariel Saraco. Donc, la grande Ariel. Oui, qui était la directrice du contenu original, de la création originale, et Fabrice de la Petelière. Et dans la pièce, ils achètent comme tout de suite, comme toi tout de suite, 90 secondes, ils disent « on le veut ». C'était un peu plus compliqué. Mais ça se complique après. Mais en gros, ils disent c'est super intéressant, et il était important de mesurer le fait que Éric passe autant de temps à expliquer la facture créative, et il domine le sujet mieux que n'importe qui en France. Et moi, j'explique le reste. Et le reste, c'est quoi ? C'est que Canal+ ne faisait jamais
de séries annuelles. Là, il faisait 6 à 8 épisodes tous les 24 à 36 mois. Pourquoi? Parce que le marché, ils avaient un monopole. Ouais. Donc, if we make it, they will come. Si on le fabrique, ils ont nulle part ailleurs où aller. Donc, les gens vont venir. Et moi, je dis, attention, ce qui va arriver en 2015, 16, 17, c'est l'arrivée de mes potes ricains, parce que je suis déjà en train de leur pitcher des idées, je suis déjà en train de travailler avec eux. Et donc, j'en dis, c'est indissociable. Création avec processus, voilà. Et, de manière supplémentaire, voilà les règles, les rôles et les responsabilités qu'on va donner au showrunner, donc à ce producteur artistique qu'est Éric Rochant, qui aujourd'hui, Éric, est producteur, il fait ça sur d'autres choses, mais ça, c'est nouveau. Et on est obligé de faire la pédagogie à l'intérieur de la boîte pour les auteurs, les 12 auteurs qu'on a, avec toutes les équipes qui viennent tous du cinéma, à qui on dit « Oubliez tout ce que vous avez appris, on va réinventer mais le Alex, système. » aujourd'hui, des années après, plus de 10 ans après, tout le monde fait ça, non? Aux États-Unis, oui, parce que c'est un process. Mais quand tu vois un des plus grands succès français qui s'est vendu à l'international, qui est sur TF1, qui s'appelle HPI, ils ont fait la même chose ou pas? Ils ont fait comme nous, ils ont vendu un format mais avec la même chose, avec chaque année, avec un nombre de donc pour ça, il faut que ça soit militaire. C'est important. C'est comme ça qu'il fallait le faire. Alors, Stéphane Carrier et tous les gens qui ont inventé HPI, c'est extraordinaire. Et le succès de cette série est forte et intéressante. Et la version ABC ou en Corée ou ailleurs est absolument dingue. Mais c'est la manière de faire qui m'intéressait. La manière de faire. Alors, il y en avait d'autres à l'époque qui l'avaient fait avant le Bureau des légendes en France? Bah oui, il y avait Krivine sur Un village français. Il y avait Un village français. Qu'est-ce que j'aime. Alors ceux qui l'ont pas vu, attends, je suis 2 secondes. Ceux qui n'ont pas vu Un village français, série exceptionnelle sur le principe, elle est exceptionnelle dans l'idée. Enfin, c'est des génies qui l'ont monté. Je résume rapidement, c'est ces années de 39 à 45, et donc c'est un village en France pour ceux qui l'ont pas voyé ça. Et donc en fait tous les ans, on nous amène dans l'année d'après. Donc ça commence en 39. C'est du génie. Hein. C'est l'idée et c'est exceptionnel. C'est très bien fait. Qui l'a fait? Qui l'a produit? Frédéric Krivine exceptionnel. Et le showrunner, dans un système différent du nôtre, et il n'est pas à récurrence annuelle. Il n'arrive pas parce qu'il est seul. T'as raison, ça n'était pas tous les ans d'ailleurs. 24 mois, c'est un peu plus long. Et puis Anne Landois fait Engrenage. Elle aussi, pas dans cette récurrence annuelle parce que c'est compliqué. Elle est seule aux commandes avec des gens qui l'aident sur des arches narratives, etc. Donc il y en a. Mais il y en a pas dans cette forme-là. Et donc, quand on arrive en 2013 à mettre en place le système, quand on tourne en 2014 et qu'on diffuse en 2015, 16, 17, 18, 19 et 20, c'est unique. Là, tu parlais tout à l'heure, ça m'intéressait aussi ce que tu disais un peu plus tôt en disant on peut faire ce qu'on veut à un moment ou à un autre, c'est les gens, et en particulier c'est les actrices et les acteurs. Oui. Là, ramène-nous aussi, encore une fois, n'oublie pas que nous, on ne connaît pas tellement bien ce monde-là, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Comment ça se passe? Là, parce qu'on le voit maintenant, on se dit, mais évidemment, Malotru, ça doit être cette personne-là, évidemment, cette personne, ça doit être... C'est quoi le... Justement, vous êtes avec Éric, vous êtes tous les deux, c'est vous qui choisissez? Vous avez 10 personnes? Non, c'est pire que ça, c'est que... Donc là, on parle de Mathieu Kassovitz, on parle de... Malotru, c'était pas le premier choix. Mathieu Kassovitz n'était pas le premier choix d'Éric. Donc, on explique à Canal notre choix de comédien. Éric pitch son idée. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Ariel regarde en disant « Ouais, c'est pas mal. Mais idéalement, ce serait qui ?» Et donc, l'un et l'autre ont dit Mathieu Kassovitz, mais il a déjà signé avec une série que vous êtes en train de développer. Il dit « Appelle-le. » Je dis, mais non, mais appelle-le. Donc voilà, c'est parti. Et donc, oui, en effet, c'était un moment incroyable. Mais tout le monde est dans un moment de doute. On est des apprentis sorciers. Hein. On est en train de mélanger des gouttelettes, etc. Et Mathieu, la conjonction d'étoiles. Dont tu parlais tout à l'heure. Mais c'est Éric Rochant qui écrit. Et Éric Rochant est en train de visualiser les choses. Moi, je suis un sparring partner en train de dire, tu crois? Ou est-ce que... Mathieu Kassovitz a accepté tout de suite? Tu te souviens? Alors, c'est vraiment un pervers énorme parce que Mathieu
j'appelle son agent et il vit à Los Angeles à l'époque. Donc, en 2013, je pense, je prends l'avion, je vais le voir, je bois un coup avec lui, j'explique tout ce que je peux expliquer. Et au bout d'une heure, il m'a laissé parler pendant au moins une heure. Il dit non mais je suis acquis. Déjà, l'idée de m'appeler Malotru, j'étais déjà acquis. Il dit, tu m'as fait venir jusqu'à LA. Et il dit, ouais, je veux savoir comment c'est habité par toi. Je voulais l'entendre de ta bouche. Et puis après, il a parlé surtout à Éric Rochant. Quand est-ce que tu sais que ça va être ce succès-là la première diffusion, dans la deuxième année. Dans la deuxième année. Dans la deuxième saison. Non, d'abord, Canal, le premier lundi, donc c'était 2 par 2, le premier lundi, il dit « Ah oui, ça a bien marché ». Et puis, ça descend, et puis ça remonte jusqu'à la fin de la saison, et c'est un carton. C'est quand même un vrai carton. Et puis, on revient en saison 2, donc un an plus tard, et là, on a changé la recette, puisque la première saison est très dans le bureau à Paris, et la deuxième saison, c'est le contraire. Ouais. On est plutôt à l'extérieur, DGSE, extérieur, donc ça. Et là, tout d'un coup, je me rappellerai toujours de parler avec Monica Lévy qui vendait, et Jean-Michel Sizewski qui vendait, pour Fédération Entertainment, qui vendait la série, et qui dit « Wow, on commence à avoir les anglo-saxons. » Qui appellent. C'était les Anglais, les ricains, Amazon, Apple, enfin, sont super intéressés. Mais le premier qui a acheté, c'était les SVT, les Belges, Sven van Lokeren, parce que lui, il a eu le nez creux, il a acheté tout début. Donc c'est vrai que ça devient un succès à la fin de la saison 2, parce que tout d'un coup, c'est un succès critique assez vite en saison 2, c'est-à-dire que la une... Je me rappellerai toujours, salut Pierre Langlais de Télérama qui nous avait détruit parce qu'il n'avait pas trouvé ça bien la première saison et donc on l'a boycotté Télérama. Mais quand il a vu les 10 épisodes, il a dit finalement c'est assez pas mal. Et donc, il est revenu, il est revenu, 4 étoiles. Il est revenu, oui, c'est devenu 4 étoiles, mais surtout pour les 4 saisons qui ont suivi, c'était dingue. Combien de pays divisés dans combien de pays? 120. C'est ouf. Non mais j'étais en train de parler de ça à l'heure du déjeuner. On ne se rend pas compte d'un succès parce que c'est pas palpable. Si je te dis, alors pas à toi parce que tu sais, tu as 5 milliards d'euros dans ton compte en banque, c'est pas palpable. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux acheter ce que je veux, quand je veux, où je veux. Mais c'est pas quantifiable, je pense, pour l'être humain et pour le cerveau. Donc pour nous, ça a été... le succès, on est partout, on a des prix partout. Le New York Times, tout d'un coup, nous décrète le top 3 de la décennie des meilleures séries jamais vues. Est-ce que tu as la fierté à ce moment-là? Est-ce que tu es fier? Ah, mais je pleure souvent. Tu pleures souvent? Je pleure souvent. Je suis très ému aux larmes. D'émotion? Ouais, d'émotion. Je suis sensible aux émotions et je pense qu'on ne peut pas faire autrement quand on fait ce métier. Attends, on est en train de réfléchir à un truc. D'un point à des multi-points, je dois convaincre des gens émotionnellement de venir dans une histoire et de vouloir s'engager avec des personnages, avec des situations absolument incroyables. Que ce soit dans la maison ou que ce soit dans Eldorado qui arrive sur Arte ou d'autres, ouais, si tu n'as pas quand même l'idée de dire si je suis froid et c'est juste un produit, alors tu es à moitié moi je peux battu. me connaître quand même comme ça. Alex, sur la production américaine, là, ça a été vendu. Succès, tu vas m'en parler plus, ça s'appelle The Agency. Oui. Donc là, c'est la même chose. Sauf que là, c'est pas traduit dans la langue, c'est refait. Ouais. Donc là, facile à vendre, raconte-nous comment ça s'est passé. Long, compliqué, 7 ans. 7 ans. Ouais, on commence avec AMC, qui est une chaîne câblée américaine, qui n'arrive pas à le faire, le revend à Paramount. On commence à travailler, moi je travaille avec l'auteur, le premier auteur qui est désigné. Éric Rochant dit, moi je
pas me refaire un truc. J'y touche pas. Et donc, je deviens, pour le compte de tout le monde, le gardien de l'ADN de cette série. Et j'essaie de transmettre plein de subtilités et de détails aux Ricains. Pourquoi ? Parce que je connais bien les Américains et que je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu énormément de succès de remake de films ou de séries. Et j'ai vu des choses vachement bien, même comme Les Revenants, où je trouvais ça terrible. La version américaine, c'était raté. Ils étaient à côté de la plaque. Donc, et puis des films, il y en a eu pléthore. Donc là, qu'est-ce que je peux faire qui fasse sens pour David Glasser de 101 Studios, donc qui est le producteur exécutif, Keith Cox, qui est la création originale de Paramount+, et Chris McCarthy, qui est le patron de Paramount. Donc, je passe énormément de temps à réexpliquer la recette. Et pourquoi, et les subtilités de la recette. Et David Glasser passe la barre. Alors, il est producteur de Yellowstone, Lioness, Tulsa King... Incroyable. Mobland, c'est juste colossal. C'est la nouvelle star. Et lui, il fait ça depuis longtemps. Et donc, il le comprend. Ils comprennent que ce qui est important pour moi, c'est qu'il reste extrêmement fidèle à la création originale d'Éric Rochant et de ses auteurs, mais qu'il fasse quelque chose de nouveau et intéressant. Et donc, quand je vends le contrat, je leur dis, voilà, vous avez le droit de refaire ce que était le Bureau des légendes aux États-Unis au sein de la CIA. Et ce qui est devenu The Agency, c'est exactement ça. Donc, c'est le service des clandestins, c'est exactement les grosses lignes narratives, avec quand même des grosses différences aussi. Est-ce que tu es content du produit final ? Ah, mais j'adore. Sur 10 ? J'adore. T'adores ? Mais j'adore. Ah, d'accord. J'adore pour les deux raisons que j'évoque. 1, c'est fidèle. Et 2, c'est original. Il faut le faire, c'est difficile. Les frères Butterworth, Jez et Paul Henry, ont fait un travail de dingue. Donc, saison 1, succès ? Alors, saison 1, d'abord, pour le faire, le génie de David Glasser dit il va falloir qu'on chope des talents AA+. Et donc, coup de génie, il appelle Georges Clooney en disant « Je ne te demande pas de jouer dedans, je te demande de nous aider à convaincre des gens. » Et donc, Georges dit « Mais j'ai vu le Bureau des légendes, la version originale. C'est de la bombe. C'est formidable. » Michael Fassbender, j'ai vu, c'est de la bombe. Ma femme et moi, on a regardé en entier. Ça marche. Richard Gere, pareil. Jeffrey Wright, pareil. Jodie Turner-Smith, pareil. Tous les gens qui sont dedans ont une référence incroyable qui est la version française. Est-ce que les États-Unis, moi je l'ai vu dans le monde de mon monde de la tech, quand j'ai un succès ou j'ai eu du succès aux États-Unis, les montants étaient 10 fois plus importants que... Est-ce que c'est la même chose dans ton monde ? Est-ce que quand tu as un succès là-bas, les contrats sont 10 fois plus importants ? Oui, et puis tout est dans tout. Un succès appelle un succès. C'est, comme on dit, c'est le cadeau qui n'arrête pas de donner. The gift that keeps on giving. C'est-à-dire que le Bureau des légendes, c'est colossal, c'est un chiffre d'affaires et ça continue. S'ils font bien et si on fait tous bien notre métier et qu'on est vigilant... Il pourrait pas avoir un Bureau des légendes 6 ? Si. Mathieu Kassovitz à Cannes Série disait allez-y, abonnés de Canal, demandez la saison 6 qu'on avait signé déjà avant. Et alors, pourquoi ça se fait pas ? Faut demander ça à Éric Rochant. Je pense que ça peut se faire. Toi aussi peut-être, non ? Oui, et puis moi j'ai envie de faire un spin-off. J'ai envie de faire... j'ai annoncé déjà la suite qu'on développe. Qui sera différente, un peu, qui sera... oui, le monde a changé, donc... mais j'adore l'environnement de la DGSE, je respecte et j'adore. On parle de succès, il y a aussi des échecs. Tu l'as évoqué tout à l'heure, sans dire que c'était un échec. J'ai l'impression, mais encore une fois, que la maison que tu as sortie sur Apple TV+, d'ailleurs, j'ai adoré ce que tu disais sur Apple TV. Qu'est-ce que c'était ? Tu disais, Apple, par exemple, est probablement, je lis, la pire boîte de l'univers niveau marketing. On parlait de marketing tout à l'heure. La meilleure
la meilleure pour vendre des iPhones, la pire pour la télévision. Oui. Ça, Moi, pour toi, l'échec, est-ce que c'est l'échec ou le succès moyen de la maison? Moi, j'ai penses que jamais c'est- vécu, je vais appeler ça, c'est une leçon, et j'étais donc avec les showrunners de la maison aujourd'hui, mais c'est fascinant d'essayer de comprendre pourquoi. Ah ouais. Pourquoi? D'abord, ça m'est jamais arrivé. Pourquoi On ça a- n'a pas marché, c'est ça que tu dis, hein? Ah non, je sais que ça a marché. D'accord, ça a marché. Mais c'est pas pour autant que ça a été renouvelé. On nous a demandé économiquement de faire de telles coupes qui étaient impossibles. Premier point. Deuxième point, je pense qu'il y a une dichotomie aujourd'hui entre le désir, les objectifs de la technostructure d'Apple, qui doit juste se dire un truc. Mais vraiment, parce que... Attention, parce qu'il faut que tu revendes des produits peut-être à Apple. Non, Attention, j'ai aucun attention. problème. Ils sont dans une curation formidable. Très franchement, c'est le haut du pavé de tout ce qui est création originale. Je le pense. Pas forcément en Europe. Voilà. Et donc, je n'ai pas... Nos amis Apple la américains différence- viraient les équipes Europe, c'est ça que dit Alex. Non, je dis pas ça. Je pense que ils doivent comprendre les spécificités d'un continent complexe. Attends, excuse-moi, dans ce cas pour toi à la maison, est-ce que le résultat étant que normalement vous mettez tellement d'énergie sur la saison 1, il y a une rentabilité uniquement s'il y a une saison 2, 3, 4, donc est-ce que tu penses que économiquement c'est pas un succès, mais tu penses que le produit était bon? Non, mais économiquement, c'est un succès. Oh, en plus c'est un succès, parce qu'Apple paie bien, Oui. même sur une saison. Oui. D'accord. Donc pour toi, c'est pas un échec? Non. Et aujourd'hui, le nombre de diffuseurs qui nous demandent de l'acheter déjà aujourd'hui, la première saison, en dehors d'Apple, est étonnant, premièrement. Et deuxièmement, même l'idée qu'on fera pas, hein, mais de refaire, mais peut-être un spin-off, on est en train d'en discuter. Toi, justement, on parlait tout à l'heure d'extravertes ou de failles ou de doutes. Toi, justement, tu doutes souvent? Ah, alors moi, je doute beaucoup. Alors, sur certaines choses. Le doute, c'est des choses irrationnelles. Tu sais, tu dis, est-ce que tu m'as posé la question, est-ce que tu sais quand ça va être un succès ou pas? Non, je sens qu'on a un truc formidable. Est-ce que je doute? Bien sûr. Oui, mais toi en particulier, parce que toi, tu fais beaucoup de choses avec le grand public, donc il y a un doute de savoir si le grand public va accepter. Voilà. Moi, mon métier, c'est moins ça. Donc globalement, c'est quand même moins Oui, ça. non, Toi, ça peut être la séance du mercredi au cinéma. Donc, le coup près, il est... Et puis le monde change. C'est-à-dire que la boulimie pour la série est telle aujourd'hui. Avant, on pouvait parler autour d'une machine à café pendant quelques mois, ce qui était le cas du Bureau Légende. Aujourd'hui, en 5 semaines, c'est fini. Tu es déjà passé à 12 autres trucs. On va continuer les pauses et on termine avec une dernière pause amicale. Je vais dire une pause familiale. On va écouter la question que te pose la personne avec qui tu partages ta vie depuis tellement d'années, Florence. Alix, il y a quelque chose que j'ai du mal à cerner chez vous. C'est quelles sont les failles qui vous touchent chez les autres ? Et pourquoi? Elle me déstabilise, cette meuf. Elle est géniale, cette meuf. Ouais. Bon, bah ouais, ça, elle est géniale, à tellement de niveaux. Quelles sont les failles qui me déstabilisent chez les autres? Je ne supporte pas très souvent l'idée d'être... je dis souvent ça, ne jamais négocier contre soi-même. C'est-à-dire quand on est dans un poste, peu importe lequel, d'auteur, de réalisateur, de gens qui s'occupent de contrats, enfin peu importe, il faut... je pars du principe qu'on est légitime. Et la faille des gens qui ont des doutes irrationnels sur leur légitimité, sur leurs compétences, me rendent dingue. Et donc, dans mes équipes, même dans les équipes en face de moi, je parle des équipes en face de moi chez un client, Apple, ils sont brillants sur tellement de choses. On a fait une série meilleure parce qu'on a itéré avec Jay Hunt, qui était une femme brillante. Et puis, par ailleurs, il y a des gens qui ont peur d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la technostructure... Ah, mais moi, je lis l'être humain assez rapidement. Pourquoi? Caméléon.
quand on est placé dans un Tu endroit, dois faire très vite, attention. je veux savoir ce qui est en train de se C'est quoi passer. ta faille à toi qui toucherait le plus les autres? Quelle est ta faille, tu penses, qui est belle? Bah, j'ai une faille qui est toujours le manque de respect. Enfin, j'ai un vrai truc qui me taraude toujours. J'essaie d'être extrêmement respectueux de tout le monde. Et puis, j'ai toujours un truc alors, je me défends avec au 2e ou 3e degré. Enfin, ce que me reprochent mes enfants, c'est d'être au 3e degré tout le temps. Donc, je pense que ma faille, c'est de l'injustice. Alors, je le dis par manque de respect, ça peut être l'injustice. Ça me met dans des états irrationnels. Colère. Pas de colère. Enfin, s'il y a de la colère, il n'y a pas Parfois. que ça. Et heureusement, quand il y a une injustice, il faut qu'on continue à avoir ce côté colérique ou activiste, de ne pas accepter. On va terminer avec une pause télé. C'est simple, je vais te poser des questions hyper simples, très rapides. Et tu tu vas sais me que dire... je ne sais pas répondre rapidement, mais tu on vas est là essayer. jusqu'à jeudi. On va essayer. Ouais. C'est des choses très simples. Hein. Ouais. La toute première série qui t'a marqué. Tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Bah, il y avait Star Trek et plein d'autres, mais bon, on va dire Star Trek en 1968. Celle que tu pourrais re-regarder ou que tu regardes une fois par an. Que je regarde systématiquement dans toutes les circonstances, c'est The West Wing, et surtout le pilote du West Wing, c'est pour moi un chef-d'œuvre. Une série que tu aurais rêvé produire. Waouh. The West Wing. Ouais. Une question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui justement à ce caméléon, la Chun là, Chun. La Chun. Ouais, La Chun, la Chun, la chance. Qu'est-ce que tu dirais à ce caméléon, la Chun de 10 ans, qui est dans les Vosges, quand je te vois maintenant? Qu'est-ce que tu aurais un message, tu aurais quelque chose où tu te dis juste, non, t'inquiète pas. Voilà. Le conseil que je donnerais à cet enfant de 10 ans ou 12 ans dans les Vosges, c'est change rien, t'inquiète pas. Je suis un angoissé. Et tout le temps j'ai été angoissé. Et je pense qu'un déraciné, c'est anxiogène. J'étais dans une unité familiale, ricain, dans un petit village des Vosges, avec mes parents. C'était ça l'unité, ma sœur, mes parents, mon grand-père. Et je pense que je dirais à cet enfant-là, putain, la chance, n'oublie pas, sois attentif, sois respectueux, t'inquiète pas tout le temps. Et je sais très bien que j'aurais pas pu l'écouter. C'est très beau. Est-ce qu'il y a un endroit, puisqu'on fait une pause et on a fait cette pause ensemble, dans le monde, un endroit où tu dis, c'est là où j'aime faire ma pause, c'est là où j'aime me retrouver. C'est où cet endroit? Alors il y en a 3, vraiment. Vas-y. Le premier endroit, c'est un endroit que ma femme m'a fait découvrir, qui est un endroit où on fait un jeûne thérapeutique, qui est en Allemagne, sur le lac de Constance, et à Überlingen, où on apprend à jeûner. Donc on ne mange pas et on est très sensible à soi-même, à son écoute. Et donc ça, c'est un endroit qui m'apaise beaucoup. J'étais dans un autre endroit dans le même environnement, à Marbella en Espagne, mais c'est vraiment le lieu où je peux faire fi de tout, de ne plus entendre toutes les voix et tous les vélos que je suis en train, ou des assiettes que je suis en train de jongler dans ma tête tout le temps. Je suis un hyperactif qui veut devenir un cossard. Je suis un hyperactif qui aimerait être un plus grand procrastinateur qu'il ne l'est. Et donc voilà. Donc le premier endroit, c'est cet endroit de jeûne. Deuxième. Et ils sont 3. Donc voilà, dans le monde, il y en a un au nord donc de la Thaïlande. C'est là où ça te fait du bien. Deuxième. Le deuxième, c'est un endroit bizarre, au milieu de l'hystérie, etc., qui est un hôtel de luxe absolu sur la côte ouest américaine, qui est une espèce d'oasis, parce que j'y vais depuis 68, et je vais toujours au même endroit, et j'ai toujours la même chambre, j'ai mes affaires, etc. Quelle ville? À Los Angeles, à Beverly Hills, et qui est un hôtel... Quel hôtel? Il s'appelle Beverly Hills Hotel. Donc ça, c'est deuxième. Le troisième, qui est le plus important,
c'est Roussillon, dans le Vaucluse. J'y vais quasiment toutes les semaines. Je me ressource, la beauté de l'endroit, les amitiés, les intérêts de pouvoir aider la collectivité, parce que je fais de la politique, parce que je suis patron d'un musée, je suis volontaire, non? Pas je suis volontaire, pompier, mais... je suis je suis responsable du CCFF de Roussillon, donc le comité communal contre les feux de forêt. Et donc oui, tu t'engages. Cet engagement pour moi, pour le territoire, je suis un des suppléants de la présidente du département, Dominique Santani, que je salue parce qu'elle est extraordinaire. Cet engagement politique et pour la collectivité, je sens que c'est important et je pense que c'est à cause des Vosges. C'est-à-dire, arriver de Philadelphie, grande ville, à Le Thillot dans les Vosges, qui, grosso merdo, 1500 habitants, peut-être un peu plus, et Roussillon dans le Vaucluse, avec la beauté absolue de cet endroit, l'endroit où mes enfants ont grandi tous les étés, l'endroit où je me retrouve, le socle, c'est là-bas. C'est les racines. Une dernière question pour toi. Quelle personne tu penserais qu'on devrait inviter ici, que t'aimerais, toi, écouter sa pause? Ce serait qui qu'on devrait inviter ici à table? Ma femme, Florence Servan-Schreiber, ma belle-mère, Perla Servan-Schreiber. Vraiment, ces deux personnes qui, je crois, peuvent dire des choses beaucoup plus intéressantes que moi. Mais aussi ma fille, Pénélope Berger. On a toute la famille, en fait. On va faire Arthur Berger, Léon Berger. Et je trouve que ce que tu devrais faire un jour, justement, c'est pas d'être juste one-on-one. C'est d'avoir ce calme et cette sérénité à plusieurs. Et d'avoir pour la même personne, au-delà de ce que tu fais avec des interventions de gens formidables là-dessus, c'est d'avoir à côté. C'est d'avoir à côté parce que c'est très émouvant. Et moi, je suis très ému, là. Merci en tout cas de cette émotion. Merci, Alex. Merci à toi. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.